confiant qu'il ne savait pas, c'était vraiment au début de notre préparation, comment il allait jouer ce personnage. Et je lui ai dit, ne joue pas. Parce que je pense que c'était vraiment l'exercice, c'est-à-dire le lâcher prise et laisser faire les choses infusées. Bresson dit qu'en fait, il faut aller, un acteur, il doit aller chercher les choses à l'intérieur et après elles infusent, elles arrivent à l'extérieur et c'est ça que la caméra doit aller chercher. Moi, j'avais cette obsession d'aller filmer son âme et qu'il s'abandonne en fait. Donc je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question, mais c'est un début. Oui, c'est un début. Mais c'est vrai que non, mais ce qui était intéressant, c'est que enfin, voilà. Après, c'est un corps à corps avec Jean. Il faut oublier l'idée qu'il vient, il est poli, il arrive avec des chaussons sur le plateau, il s'excuse d'être là, tout ça. Non, ça c'est pas vrai. Ça n'existe pas. Moi-même, j'ai pas des patins et je le suis. Non. C'est un contact de corps à corps. C'est un corps à corps pendant 9 semaines où il a 15 questions tous les matins. Il connaît le scénario mieux que personne. Moi, j'ai pas de script, j'ai pas d'accessoiriste, j'ai personne. Enfin, c'est très dénudé et puré comme équipe. Donc en fait, on est face à face. Moi, j'ai une caméra pour me protéger et lui, il a des bâtons. Et je peux pas me planquer derrière un travelling en disant je vais installer une grue. Il y a 300 figurants, tout ça, je vais noyer un peu le truc. Et puis il y a 15 acteurs autour de lui. Non, c'est vraiment un face à face. Puis il y a l'image spectaculaire de Tesson au-dessus de nous, quoi. Mais c'est intéressant, en tout cas. Parce qu'on va à l'essentiel, c'est une histoire où il se passe des choses humainement et on ne triche pas, quoi. Et voilà, c'est très dépouillé, en fait. Parce qu'on peut se planter beaucoup, hein. On peut être dans la contemplation, ça peut devenir un guide touristique pour randonneurs le dimanche, quoi, avec ce film. C'est une jolie promenade en France. Désolé, il n'y a pas de micro. Non, ne partez pas, monsieur. Il y a un miracle sur le micro. Oui, donc bravo pour ce film, parce qu'il y a à la fois du jardin, la randonnée, et puis cette France fantastique, quand même, formidable, ces paysages, cette géographie, comme on dit. Ma question, c'est comment vous êtes accueillis dans cette France rurale? Comment ça se passe? Parce que vous êtes de Paris, vous avez du matériel, vous avez un acteur extraordinaire, d'autres, bien des acteurs extraordinaires. Comment vous êtes accueillis? Comment ça se passe? Quelle est votre perception de cette France rurale après 9 semaines? Je vous remercie de cette question parce que c'est une question extrêmement importante. C'est vrai, si vous voulez, que nous, quand on part avec Arnaud Humann la première fois, c'est pendant ce deuxième chapitre de confinement. Et Arnaud disait, on a traversé la France d'un long dimanche. Et c'est vrai qu'on n'a vu personne. On a dormi, et il dit aussi, on a dormi et mangé comme des chiens pendant 3 mois. Parce qu'en fait, pas d'hôtel, pas de restaurant. Et là, vous êtes dans la France de la gastronomie, mais elle est confinée, quoi. Ils sont ouverts. Il y a parfois eu des portes dérobées, heureusement. On a pu rentrer dans les cuisines, mais c'était assez rare, quoi. Et donc, quand on arrive avec le tournage, j'ai fait 2 fois le parcours avant, une fois avec Arnaud. Après, il y a ce qu'on appelle les repérages techniques. Vous partez avec le chef-op et vous l'emmenez sur tous les décors. Donc moi, j'ai bien le parcours en tête. Et là, on arrive avec Jean. Et Jean, c'est un ambassadeur absolument extraordinaire auprès de la ruralité de la France. C'est quelqu'un qui attise et qui noue la sympathie, en fait. Les gens sont tout de suite chaleureux avec lui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai redessiné ma carte de France. Elle n'a plus du tout le même visage et j'ai un souvenir en fait de personnalité, de gens que j'ai pu rencontrer dans cette France extraordinaire et vraiment ça me faisait du bien, quoi. Ça m'a réparé, moi, ma réparation intérieure, mon chemin noir intérieur, il est sur la rencontre en fait avec ces gens qui vivent dans l'hyper-ruralité qui est vraiment des endroits très très durs. Il faut savoir qu'aujourd'hui une commune, on va dire, comme la Courneuve, ou je ne sais pas, enfin, proche, petite couronne parisienne, dépense en moyenne 10 000 € par habitant en infrastructures scolaires, hospitalières, de sécurité et autres. À Murat, par exemple, dans le Cantal, on dépense 100 € par habitant. Ça vous donne une échelle de la misère, entre guillemets, la misère sociale, en fait, elle se trouve dans les campagnes. En fait, c'est même la
banlieue n'est pas en détresse par rapport à ce qu'on peut constater dans les campagnes. Donc c'est vrai que cette espèce de désert étatique, nous on l'a vraiment constaté en fait. Donc, et puis en même temps, voilà, c'est des gens qui sont là depuis plusieurs générations, ils ne sont pas tous agriculteurs, mais ils veulent continuer à vivre. Et moi, vraiment, ce qu'on avait envie de signifier, c'est que quand même, c'est notre campagne à nous, parce que j'aime pas le mot territoire, et c'est notre patrimoine, enfin, voilà, ça nous appartient, et souvent c'est des zones grises sur une carte, alors que c'est des endroits de ressources absolument incroyables. Au point même de certaines rencontres, c'est un film qui est jamais de rencontre, et de faire jouer, par exemple, l'agriculteur, c'était pas spécialement prévu aujourd'hui. C'était même pas du tout prévu. C'est vrai que là, on est avec Arnaud sur les plateaux de Brac, on va vers le Mont Lozère, et on paumait, on a nos cartes, la nuit tombe, et on voit arriver cette voiture d'un autre temps. C'était Yves Servière, et il y avait marqué propriété privée, chemin interdit, accès privé. On lui dit, mais là on voit bien qu'il y a le chemin, mais il y a un panneau quand même. Et il nous dit, mais si vous écoutez toutes les conneries qu'il raconte, vous irez nulle part. Prenez ce sentier au bout duquel il y a ma ferme, et si vous vous arrêtez, je vous paye un coup. Vous connaissez la suite, forcément. On s'est arrêté. Ça a duré un peu plus longtemps. Et c'est vrai que je suis tombé j'ai eu un coup de cœur absolument incroyable pour cet homme, qui est d'une érudition absolue, d'une connaissance, enfin, voilà, c'est quelqu'un de passionnant. Et en rentrant à Paris, j'avais un casting avec des acteurs qui devaient interpréter qui venaient auditionner le rôle du paysan. Et ça marchait pas du tout, quoi. Ils avaient des chemises à carreaux improbables, ils prenaient des accents de la France, je sais même pas d'où viennent ces accents. J'ai pas la mémoire d'avoir entendu des accents comme ça. Et du coup, j'ai dit non, c'est pas possible. Ça marche pas. Donc j'ai appelé Yves et je lui ai dit écoute, je crois que tu vas jouer dans mon film. Et il m'a dit si tu veux. Je lui ai dit il y aura Jean Dujardin. Pourquoi pas. Si Jonathan Zakaï, tu sais comme tu veux. Et donc voilà, c'est vrai que ça a donné le film permettait ça en fait. Le film permettait vraiment ça. Le plus dur, c'était de le faire venir dans le Cantal, parce qu'il vit en Aubrac. On n'avait pas une garantie absolue sur la voiture. Mais ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je suis allé présenter le film à Marvejols. Je peux vous dire qu'on a peu parlé du film. Moi, on m'a un peu bousculé, et lui, c'était une star, et tout le monde les autographes. Je fais, voilà, t'as 75 ans, autant que ça t'arrive maintenant, quoi. C'est super, c'était sympa. La petite réplique de la gentiane, c'est ma soeur qui l'a fait, c'est moi qui la vois. C'était pas écrit parce que personne ne peut écrire ça. Les deux en face, c'était très compliqué de les ramener après. Le travail d'adaptation, c'était aussi prendre évidemment des passages pour les faire lire à Jean Dujardin et avoir cette voix off qui, pour moi, pour le coup, apporte évidemment l'essentiel, l'essence du film aussi. Et donc, comment ça se passait? Parce qu'il fallait sélectionner. Vous étiez d'accord avec Diastème? En fait, Sylvain, il dit qu'il fait de la géopoétique. Donc moi, je trouve que sa littérature, en tous les cas concernant les chemins noirs, c'est très cinématographique, c'est très cinégénique et c'est très cinématographique son écriture. Donc il y avait des passages dans le livre qui tout de suite évoquaient beaucoup de choses et de mouvements, exactement. Et puis après, il y a quand même, c'est quand même un auteur, enfin, c'est un homme qui est en train d'écrire. Donc pour ceux qui ont vu La Panthère des Neiges, on sait que j'ai eu accès très tôt au premier montage de La Panthère des Neiges, parce qu'au départ, je voulais faire le film avec Marie Amiguet, je voulais qu'elle m'accompagne sur le film, qu'elle soit la chef-op du film, et puis ça a été trop compliqué pour elle, elle n'a pas pu suivre. Mais en tout cas, j'ai vu Sylvain avoir cette espèce de... Il mâche les mots sont dans la tête, comme ça sort par bribes, les notes sur le carnet, les jette sur le carnet. Et donc les voix off étaient un peu des espèces
de sentiments intérieurs, de rumeurs intérieures, et surtout pas dans l'illustration. Mais c'est vrai qu'on a d'abord enregistré ces voix avant de tourner. Je l'ai passé à Jean avec une oreillette parfois, qui avait besoin de les entendre, en fonction des paysages dans lesquels on se trouvait. Et puis finalement, on a tout enregistré en rentrant à Paris. Et quand Sylvain a vu le film la première fois, il m'a proposé d'ailleurs des variations. Il a réécrit certains textes. Et c'était fou parce qu'on s'est quitté à très tard. On est resté très longtemps après la projection. Et à 6h du matin, j'avais un mail de Sylvain Tesson avec le timecode précis du texte où il souhaitait qu'il y ait une modification. Donc j'ai appelé Jean, pas à 6h du matin, je me rassure, et donc on est allé au studio et on a enregistré les voix off et c'était fantastique. Et ce qui était génial aussi, c'était que Jean avait éprouvé le parcours et donc l'intensité, l'interprétation n'était plus la même. C'est une question, enfin, c'est certainement un détail. Au début du film, on a Jean Dujardin qui porte une chemise blanche. Et en fait, moi, ça m'a interpellée parce que c'est vrai que c'est pas forcément une tenue. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière, un écho après, parce qu'on voit justement. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce n'est pas du tout de mon fait. Parce que Sylvain avait cette chemise et ce gilet. Moi, je ne peux pas le mettre, par exemple, le gilet, si je le mets, je suis ridicule tout de suite. Et il y a un côté. Mais en fait, si vous faites un film de randonneur, vous avez le choix de filmer des gens en fluo, une espèce de cône de Lübeck qui se balade dans la nature. Alors nous on était en cône de Lübeck, toute l'équipe, on était. Mais moi j'avais envie d'avoir une dimension beaucoup plus romanesque du film, d'avoir des tissus qui puissent se patiner. Et Sylvain était comme ça. Et d'ailleurs les photos, je vous invite vraiment à aller voir les photos de Thomas Gouas. Il y a une exposition en ce moment à la Galerie Cinéma rue Saint-Claude, pour être proche de la rue de Thual, si vous passez dans ce quartier, poussez cette porte et allez voir l'exposition. Thomas, c'est vraiment quelqu'un qui accompagne Sylvain depuis très très longtemps. Et donc Sylvain, oui, de la même façon qu'il escalade les façades des monuments de Paris en smoking, il dit que c'est le meilleur tissu, parce que c'est noir et que c'est très élastique, donc ça permet de s'assurer les mouvements du corps quand on escalade. Non, mais il avait cette chemise blanche. Et c'est vrai que, encore une fois, je reviens à ma référence de Rimbaud, un truc un peu romanesque avec ce foulard. Et oui, c'était plus intéressant pour moi. Le seul problème, c'est que la costumière, la lavait tous les jours. Et j'aurais aimé qu'elle soit pas comme la mienne ce soir, et qu'elle soit un peu plus jaunie par le temps. Et voilà. C'est vrai, j'ai fait la réflexion. J'avais raison, en fait. Il est politique quand il écrit. Non, c'est joli. Ça, c'est